L'expérience du confinement a déjà inspiré beaucoup de créateurs et bien qu'elle soit à l'origine de situations parfois dramatiques, elle n'a jamais cessé de stimuler la pensée. Une grande production intellectuelle, mais également humoristique, a accompagné ces 2 mois et va sans doute continuer. Expérience parfois tragique, donc, mais qui, du point de vue de la réflexion, est intéressante à plus d'un chef. Et pour ma part, j'en retiendrai deux. Je vais déjà développer le premier point. Cette rupture dans le quotidien au profit d'un super quotidien, renouvelé et identique, ce jour de la marmotte, pour reprendre l'expression anglaise qui donne son titre original au film de Harold Ramis et qu'on traduit en français par Le jour le plus long, est une expérience inédite, à la fois pour chacun d'entre nous, mais également pour tous. Cette conjonction de l'individu et du collectif a trouvé là un idéal type. Chacun enfermé chez soi, mais tous connectés au réseau, aux informations, etc. C'est-à-dire à un même objet, à ce qu'on pourrait appeler, même si évidemment il faudra prendre avec des pincettes cette expression, voire la déconstruire, un monde commun. Commun ici en son sens minimal. Nous avons tous les yeux rivés sur l'évolution du virus et les décisions qui auront un impact direct sur nos existences. Tous nos yeux observent le même objet, même si celui-ci est montré sous des angles différents. Or, ce monde commun est livré par écran interposé, à tel point qu'il n'est en réalité lui-même non pas un objet, mais un immense flux d'informations, on pourrait dire un réseau au sens large, qui inclut les réseaux sociaux, mais pas seulement. La réalité du monde s'est diluée dans celle du réseau, qui lui-même n'a de réalité qu'à travers les points et les liens qui relient ces points. On est arrivé à un point où il n'y a plus d'extériorité hors du réseau. Autrement dit, où il n'y a plus de réel. Sinon, évidemment, celui qui a lieu dans les hôpitaux, où la mort est bien réelle, mais peut-être pas tant que ça, puisqu'elle échappe aux yeux de tous, que les funérailles sont escamotées et qu'elle se réduit à des statistiques, taux de mortalité, taux de létalité, etc., etc. Certes, les expériences individuelles sont toutes dissemblables, et on a vu les inégalités sociales s'accentuer, parfois de manière tragique. Pourtant, elles sont toutes la réponse à un même phénomène, le virus et la possibilité qu'il vous touche, qui que vous soyez. Ces conséquences, humaines, collectives, économiques, sont le fait de tous, même si c'est à des degrés évidemment fort différents. Les services de réanimation ont bien sûr une autre expérience que les gens confinés chez eux, qui s'informent et qui ne peuvent pas sortir, qui sont dans l'incertitude et très souvent dans l'inaction. La maladie est une réalité, comme la mort, comme la souffrance, mais pour la grande majorité des gens qui n'y font pas face directement, elle existe à travers les paroles, les images, les avis contradictoires, les récits, les commentaires, les avis, etc., etc. Elle est toujours médiatisée, mais à tel point que c'est le média qui devient le réel. Ainsi, la subjectivation diffère en raison des différences sociales et des situations familiales, rendant manifeste la caducité du système libéral. Alors c'est un sujet en soi, les analyses ne manquent pas, je n'y reviendrai que par la bande. Mais ce que je voudrais dégager, c'est la structure du monde telle qu'elle est dévoilée par le virus. Chacun est seul, mais dans un lien permanent aux autres. Lien qui n'est qu'extérieur, lien qui fait ce monde commun. Le monde commun s'identifie aujourd'hui à ces différents réseaux et liens, le monde est réseau. Il n'y a plus, ou quasiment plus, d'extériorité. Or, le réseau a ceci de paradoxal qu'il crée du faux commun. Chaque point n'existe qu'en tant que relais, il n'a plus en tant que tel d'autonomie, il est donc incessamment relié aux autres, intrinsèquement dépendant. Benjamin disait que le cours de l'expérience a baissé, il n'a même plus lieu d'être. Dans un travail précédent, j'avais trouvé chez Leibniz le modèle le plus adéquat et le plus intéressant, à mon sens, pour modéliser cette configuration. La monadologie me semble en effet décrire cette articulation entre l'individu et le tout. Les monades, on le sait, n'ont ni porte ni fenêtre,
Elles n'ont de lien ou de possibilité de communication avec les autres monades qu'à travers ce que Leibniz appelle l'harmonie préétablie. Autrement dit, elles sont enfermées en elles-mêmes et leurs interactions ne dépendent pas d'elles, mais d'une harmonie qui leur est extérieure, qu'elles ne peuvent pas connaître, bien que certaines s'en approchent par la pensée. On est au XVIIe siècle, dans une pensée encore apologétique qui a en plus pour finalité une théodicée, c'est-à-dire la justification du mal dans un monde créé par un Dieu pourtant parfaitement bon. Ce modèle de l'harmonie préétablie a ceci d'intéressant que ce sont les liens, le réseau entre les monades qui est le monde, car il n'y a pas d'extériorité aux monades. L'espace est parfaitement idéal, il n'est qu'un ordre des relations. Ainsi est consacrée tout à la fois l'individualité absolue, close sur elle-même, et le tout comme réseau entre ces individualités qui n'en sont que des points. Le monde est ce réseau dont chaque monade est un point. Ce schéma va évoluer après Leibniz, mais l'équation qui articule l'individu clos sur lui-même et le tout comme relation qui lui sont extérieures sera fertile. La logique du marché, par exemple, en est une variante. Celle de la main invisible ou même de l'insociable sociabilité. Chaque individu concourt aveuglément à une logique qui le dépasse et qui est celle du tout. La logique dialectique de l'esprit absolu, la fable des abeilles de Mandeville, où de petits vices font de grandes vertus, la logique du marché, enfin, et surtout nos désirs que l'on croit individuels, concourent à la production du tout, ce tout obéissant à des lois suprapersonnelles qui reposent tout à la fois sur l'individu et sur la négation de l'individu. En effet, la logique du marché ajoute à l'équation ce qu'on appellerait avec René Girard l'hypothèse mimétique, c'est-à-dire le fait pour l'individu de désirer le désir de l'autre plutôt que de désirer directement l'objet. Miroir infini de l'individu vide dont les désirs sont non seulement l'expression de sa nature, mais encore sont mus par l'imitation des autres. Individu en réseau, donc, qui pourtant ne fait qu'obéir à son concept dont l'analyse est infinie. Certes, Dieu n'est plus là pour garantir l'harmonie. Désormais, cette harmonie n'est plus morale, elle ne pèse plus le bien et le mal dans la balance mathématique de la justice divine. Cette harmonie est comptable. Alors, on peut supposer qu'à peser le bien et le mal, à comptabiliser ces données, on les a déjà réduites à du quantifiable. Le principe de raison n'est finalement pas autre chose. Néanmoins, on s'est aujourd'hui complètement débarrassé de toute préoccupation éthique au profit d'une machine qui fonctionne magiquement, avec l'aide des individus qui y concourent, sans qu'ils en aient nécessairement conscience. On assisterait donc à l'aboutissement et à l'accomplissement parfait de la monadologie leibnizienne, où l'harmonie préétablie a été remplacée par l'économie. Cet arrêt sur image qu'a occasionné le confinement me fait donc penser à cela, la monadologie du monde contemporain, où le monde n'existe qu'en réseau, c'est ce qu'on appelle la mondialisation, et où chacun y participe comme point de vue, comme point, sans plus pouvoir y participer, au sens d'une expérience propre, indépendante du réseau, où l'action se trouve désactivée, mais la responsabilité de même, et tout ce qui pouvait être l'apanage du sujet, tel qu'il se déploie dans la philosophie cartésienne, et trouve son expression pratique dans la philosophie kantienne, sujet qui serait l'envers de l'individu, sujet fini mais sujet autonome. Ce sont tout à la fois et dans un lien solidaire, l'individu et le réseau, c'est-à-dire un monde composé de tous ces points de vue mais sans extériorité, sans réalité, qui sortent gagnants de l'expérience du confinement, ou tout au moins qui manifestent à quel point ils font partie d'un unique système. Évidemment, cette structure est le contraire de ce qu'on appelle du commun. Mais comment s'en apercevoir alors que le réseau repose par définition sur des liens ? Il s'agit de comprendre que ces liens sont précisément extérieurs aux individus, et que c'est en cela que la monadologie leibnizienne aide à comprendre cette articulation. Un lien qui n'engage pas, qui ne fait pas sortir de soi. Un lien qui ne nécessite aucune altérité. Un lien qui maintient la clôture de l'individu sur lui-même. Le commun résulte quant à lui d'une toute autre équation. Il y a création d'un extérieur par rapport à chaque individu, une forme de transcendance hors de l'immanence et de la clôture de la monade. On en trouverait un exemple dans les gestes de soutien aux soignants qui manifestent le sentiment et le désir d'un être ensemble
Et cet être ensemble est rendu possible par une cause commune. Cet être ensemble ne se fait pas par écran interposé, mais à travers le geste d'applaudir à sa fenêtre avec d'autres, dans un geste gratuit et bien réel. Pour résumer ce premier point, il me semble donc que la monadologie leibnizienne a bien modélisé ce qui est mis au jour, grossi comme sous une loupe, par l'expérience à la fois collective et individuelle du confinement, mais qui est la réalité de notre monde contemporain hors confinement.